Bonjour, je suis Alain Bruland, le proviseur de cet établissement, et je vous souhaite la bienvenue, mesdames et messieurs les inspecteurs généraux, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les directeurs académiques, et chers partenaires européens et des États-Unis. Je n'ai pas tous vos titres, mais je veux très sincèrement la bienvenue dans le Centre international de Valbonne. Je dois tout d'abord excuser Madame la rectrice qui tenait beaucoup à être parmi vous et ouvrir cet après-midi de travail, mais elle est tenue au devoir de réserve. On me dit que c'est une exception très française, mais qu'elle est tenue au devoir de réserve car nous avons ce week-end des élections sénatoriales concernées dans notre département et concernées. Donc Madame la rectrice vous prie de l'excuser et est très attentive, naturellement, à tous les travaux de ce congrès. Quelques mots très rapidement pour vous dire ce qu'est le Centre international de Valbonne, un établissement qui compte 2300 élèves au cœur de Sophia Antipolis. Il a été créé en 1975 pour les élèves de l'étranger qui n'avaient pas de lycée français à côté d'eux. Il était donc le lycée français de l'étranger en France, si je peux me permettre. Aujourd'hui, ça s'est totalement inversé, car depuis 1975, Sophia Antipolis a beaucoup grandi. Dans Sophia Antipolis, il y a 33 000 salariés de toute nationalité, et nous sommes devenus aujourd'hui le lycée international à 90% des salariés de Sophia Antipolis. D'ailleurs, 50% de nos élèves sur le collège ont aujourd'hui une double nationalité. On voit à quel point un congrès, rencontre européenne dans cet établissement a du sens. Nos élèves préparent un diplôme qui est le baccalauréat à option internationale dans 6 langues. Ils choisissent dans 6 langues. Je choisis une langue parmi 6 langues, pardonnez-moi. Et parmi ces 6 langues, nous trouvons l'allemand, l'anglais, l'italien, le russe, le chinois et l'italien. Ce baccalauréat à option internationale donne une possibilité de suivre dans les établissements étrangers, car il est reconnu, et 40% de nos élèves continuent à l'étranger. Voilà globalement quel est cet établissement aujourd'hui. Je vous souhaite des travaux riches et fructueux, une excellente après-midi. Je vous remercie de votre attention. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Dorouet, qui est professeur à l'École normale supérieure de Lyon. Merci beaucoup, Monsieur le professeur. Bon, un grand merci d'abord à vous de vous accueillir dans ces... Vous m'avez demandé de ne pas aller trop loin dans les remerciements, d'attendre demain soir. Donc je vais simplement vous remercier de votre accueil et je m'arrêterai là. Nous verrons le reste demain. Merci aussi, et je pense que d'autres vont transmettre à Madame le Recteur de nous avoir accueilli un certain nombre d'innovations d'abord dans l'Académie, dont on va parler tout à l'heure, et puis de nous accueillir dans cette Académie. Merci aussi à l'ensemble des organisateurs, au premier rang desquels Frédéric Koshinaki, qui a beaucoup œuvré pour la réussite de ces journées. Nous avons cet après-midi une demi-journée consacrée à la situation française. Alors ça n'est pas par nationalisme politique ou méthodologique, puisqu'on parle maintenant de nationalisme méthodologique, mais c'est parce que depuis que nous travaillons sur cette question du leadership, et en particulier lors d'un colloque que nous avions réuni à Lyon il y a 2 ans, et dont les meilleures pages viennent de paraître chez Academia, nous avions bien remarqué les décalages entre les États-Unis, l'Europe anglo-saxonne, l'Europe scandinave d'une part, et puis ce qu'on pourrait appeler l'Europe latine. Il y a des décalages temporels. La question du leadership a au moins 30 ans de vie, enfin une génération de vie derrière elle dans les pays anglo-saxons. Elle commence à être posée seulement dans l'Europe latine. Et puis des décalages aussi
je dirais, épistémologique et historique. Dans une large partie, John en a parlé ce matin, on a évoqué aussi l'œuvre de James Millane. Dans une grande partie, dans les pays anglo-saxons, la question du leadership s'est posée à partir de la question de l'obligation de résultat, de l'amélioration des résultats. Dans les pays latins, il y a une autre tradition qui a été même très vivante en France, c'est-à-dire qu'on a évoqué la tradition centralisée, napoléonienne, etc., de l'enseignement français. Mais très tôt, cette espèce de tradition bureaucratique a fait naître, dans l'enseignement privé, mais pas seulement dans l'enseignement privé, une autre conception de l'établissement qui a pris, dans les années où j'étais très jeune, le nom de communauté scolaire, par exemple, où on insistait justement sur le travail en équipe, sur les décloisonnements interdisciplinaires, etc. Donc il y a des différences qui tiennent à l'histoire, bon, mais aussi des différences qui tiennent à la généalogie politique, à l'ancrage dans la socialisation politique des pays, et qui tiennent aussi à l'épistémologie, à la manière dont ces questions, la question est un peu toujours la même, c'est celle de comment coordonner l'action de personnes qui ne se sont pas choisies, qui sont là, qui n'ont pas les mêmes références politiques, idéologiques, la même idée de l'enfant, la même idée du citoyen, etc. Mais comment ces personnes peuvent-elles coordonner leur action de façon acceptable pour produire un effet, si possible, positif sur les élèves, en termes de socialisation, en termes d'apprentissage. Mais ces questions peuvent être problématisées de façon différente. Et c'est ce que nous avons essayé de montrer dans ce livre et dans le colloque que nous avions réuni à l'Université d'Europe 3 l'année dernière, qui était plus spécialement consacré à l'Europe latine et aux spécificités de cette Europe latine. Alors, donc, vous voyez, l'objet n'est pas de faire un couplet, si je puis dire, sur la situation française. L'objet n'est pas d'expliquer ce qui serait, entre guillemets, un retard français, ce qui voudrait dire qu'il y a évidemment un sens de l'histoire et que le leadership est le bout de l'histoire, mais c'est de comprendre un certain nombre de divergences, de différences, de diversités, et de faire par là repartir la réflexion, mais en même temps de voir tout ce que nous pouvons aller chercher du côté de nos différents partenaires internationaux, et aussi d'ailleurs, Romuald évoquait par exemple ce matin cette idée d'obligation de résultats intelligente. Ben, les gens qui sont parvenus à cette idée-là, c'est parce qu'ils ont connu une obligation de résultat qui n'était pas forcément très intelligente, qui pouvait être très bureaucratique, très autoritaire, etc. Donc il y a sans doute beaucoup à apprendre dans ce domaine. Une des spécificités que nous avons essayé de donner à cette séance, c'est aussi de faire dialoguer différentes catégories, si je puis dire, intéressées par la question. Il n'y a plus de doute maintenant que l'université n'est pas la seule à produire des savoirs. Il se produit partout des tas de savoirs professionnels, qu'il s'agit effectivement justement parfois de mettre en forme, et puis il s'agit de faire communiquer entre eux les différentes catégories de savoir. Et cela, évidemment, c'est plus facile à souhaiter, à dire, qu'à faire. Mais dans le domaine qui nous occupe aujourd'hui, qui est, je dirais, celui au sens large de l'administration scolaire, domaine qui là aussi est constitué dans un certain nombre de pays. Dans beaucoup de pays, il y a, dans toute faculté d'éducation, il y a un département d'administration, et ce département d'administration forme les futurs inspecteurs, les futurs chefs d'établissement, et les futurs cadres locaux, enfin des régions, enfin des districts, etc., qui s'occupent d'éducation. Ça n'est pas du tout la situation française. Il y a aussi des racines historiques, etc. Mais je veux dire que cela a des conséquences
dans ces pays, il y a une espèce de science de l'administration scolaire qui est une discipline constituée. On peut sans doute parfois discuter, trouver telle approche un peu fonctionnaliste, etc. Mais enfin, cette discipline existe. Ça n'existe pas beaucoup en France, et il nous semble que cela ne peut pas exister du fait seul de l'université. Que la constitution d'un corps de savoir sur l'administration scolaire, sur le leadership, sur bien d'autres choses, l'administration et l'évaluation des établissements, etc., ne peut procéder que de rencontres et d'hybridation entre des savoirs de nature différente, des savoirs universitaires, et là il y a beaucoup de choses à aller prendre effectivement du côté international, mais aussi les savoirs professionnels de différentes catégories, les catégories évidemment de la haute administration de l'éducation, mais celles aussi des acteurs de terrain, des enseignants, dans un certain nombre de cas maintenant, d'un certain nombre de fonctionnaires des collectivités territoriales qui prennent l'habitude de gérer les problèmes d'éducation. Voilà, c'est quelques mots qui prolongent d'ailleurs des choses qui ont été dites ce matin, que je souhaitais dire, et je vais laisser maintenant la parole à nos collègues Frédéric Cochin-Blanqui et Patrice Lemoine, qui vont là enfin présenter une expérience concrète. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Je ne vais pas refaire l'exercice de monsieur le proviseur en nommant tous les grades et fonctions qui sont dans la salle, parce que si j'en connais certaines, je ne les connais pas toutes, loin de là. Je vais simplement essayer, avec ma collègue Frédéric Cochin-Blanqui, de vous raconter une histoire concrète, que nous avons essayé d'expérimenter ensemble dans cette académie, grâce à des personnes qui sont dans la salle, que je regarde un instant, mais que je ne nommerai pas, qui se reconnaîtront, et de toute façon, la plupart d'entre vous savent à qui on doit la possibilité d'avoir réalisé cette expérimentation. Pour les Français, je parle en disant ça. L'expérimentation qu'on va vous raconter s'est déroulée pour essayer de réduire les difficultés qu'on observait dans la mise en œuvre du socle commun pour la continuité et la cohérence du parcours scolaire des élèves depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Je le dis d'une manière un peu particulière, dans une langue la plus simple possible, parce que nos concepts de socle commun ne sont pas nécessairement connus de toutes les personnes qui sont ici. Cette mise en œuvre nous a montré plusieurs choses. La première, c'est qu'on observait des frontières importantes, des limites importantes entre le niveau du primaire et le niveau du secondaire. Et deuxième chose, on observait qu'on avait des limites qui étaient dues aux structures, des limites qui étaient dues aux formes de travail, des limites qui étaient dues aux routines, et surtout des limites qui étaient liées à l'idée que chacun se faisait de ce qu'était la continuité et la cohérence du parcours de l'élève. Et quand je dis à l'idée que chacun se faisait, je parle bien évidemment de représentation, plus que de réflexion ou de culture professionnelle solide. Et ces limites dans la mise en œuvre donc, du parcours de l'élève, et pour une fois sur tout le long de l'école obligatoire, elles se sont révélées aussi au niveau du pilotage, parce que finalement,
la manière dont nous pilotions traditionnellement les établissements pour les chefs d'établissement, qui les disciplines pour les IAIPR ou le tout, hein, et la pédagogie et l'administration pour les IEN, en fait, ça ne permettait pas d'obtenir une véritable mise en œuvre de ce parcours sur l'évaluation et sur la continuité. Et du coup, on s'est retrouvés en 2010 confrontés au fait que nous n'arrivions pas, avec des organisations traditionnelles et avec un pilotage traditionnel, à permettre une continuité dans les apprentissages et une continuité dans l'évaluation sur tout le parcours de l'école obligatoire. Alors en ce moment même, vous voyez que François Muller est en train de projeter ce à quoi est arrivé le réseau, ce qui, vous le voyez bien, est un travail d'une grande clarté et qui a bien simplifié la compréhension des parcours scolaires des élèves de la maternelle jusqu'au lycée. Ça, c'était la fin quand même. Hein. Ce que nous avons découvert auparavant, je viens de me rendre compte qu'on a oublié de dire qu'à cette époque-là, j'étais inspecteur de l'éducation nationale dans le premier degré, c'est-à-dire que je m'occupais exclusivement des écoles maternelles et élémentaires d'une circonscription à Toulon, dans le département du Var, dans cette académie de Nice, et qu'aujourd'hui, je suis inspecteur d'académie, établissement et vie scolaire dans l'académie de Strasbourg. Donc je viens pour raconter des choses que nous avons vécues ensemble avec Frédéric pendant 3 ans. Alors, et Frédéric est inspectrice d'académie en lettres, en second degré. Et référente en fait du bassin de Toulon, c'est ce qui fait que j'ai souhaité m'engager sur la continuité du parcours des élèves sur ce territoire. Donc ce qu'on a voulu faire, quand on a vu les limites qu'on a évoquées depuis tout à l'heure devant vous, c'est dépasser l'implicite des 2 degrés. Quand je parlais tout à l'heure de représentation, chacun était dans son univers, dans son registre, considérant que son registre était le bon, considérant que ses conceptions du métier et des résistances étaient les bonnes. Et on voyait bien que, ce que disait Frédéric tout à l'heure, les injonctions, les discours descendants, les textes officiels, les formations, qu'elles soient dans les 2 degrés, rencontraient malgré tout des résistances, y compris avec des gens, des personnels, je parle, des professionnels, engagés, que ce soit des enseignants ou des responsables d'établissement ou des inspecteurs du premier degré. L'inspecteur que j'étais moi-même. J'avais un certain nombre de représentations, on en parlera, qui se sont un petit peu transformées, on va dire. Enfin, c'était le but. Donc le but, c'était de trouver des issues aux impasses et d'interroger le parcours de l'élève, mais d'interroger, le parcours scolaire, mais du point de vue de l'élève, et pas du point de vue des structures et des statuts. Et ça a été vraiment notre entrée principale dans cette affaire, qui nous a vraiment tous les deux réunis. Quelquefois, ça nous a amené à nous confronter, mais toujours en essayant de dépasser nos propres résistances et les résistances du système. Et donc nous avons fait l'hypothèse qu'en travaillant ensemble, c'est-à-dire en concevant un pilotage qui ne serait plus chacun dans son unité d'enseignement, chacun dans son degré ou sa discipline, mais bien un pilotage concerté sur toute la scolarité obligatoire de l'élève, en travaillant ensemble entre inspecteurs, mais aussi avec les chefs d'établissement du second degré et avec les directeurs d'école pour le premier degré. Et à partir de ce moment-là, nous avons fait l'hypothèse que travaillant ensemble, nous allions pouvoir trouver des solutions ensemble, puisque visiblement, chacun dans notre coin, nous n'y arrivions pas. Donc on a défini un projet qu'on a soumis à Madame le recteur et à Monsieur le directeur académique. Projet qui a été validé après un aller-retour ordinaire, compréhensible, parce que ce qu'on voulait faire, c'était quand même un peu inhabituel. 5 collèges travaillant ensemble avec 32 écoles dans un pilotage concerné, égalisant les statuts concertés, égalisant les statuts des uns et des autres, essayant de fonctionner au-delà des grades, des missions ordinaires. C'est vrai que ça brouillait un peu les lignes, donc il fallait être bien clair dans ce qu'on voulait faire et que les choses acceptées, validées, soient précises. Mais en même temps, on expérimente, donc on avance en marchant. L'expérimentation en question, c'était de monter ce réseau d'écoles et de collèges, dans lequel l'objectif était d'identifier ensemble les problèmes que nous avions à résoudre ensemble. Cette question du socle commun, ça n'est pas une juxtaposition du primaire avec le secondaire qui permet de la résoudre, de la même manière que la juxtaposition des compétences ou des connaissances ne permet pas de créer des compétences complexes. C'est à peu près dans ce raisonnement-là qu'on était, tous les deux.
Donc, on a essayé de travailler de cette manière-là à l'échelle des cadres, et je mets dans les cadres les directeurs d'école, cadres intermédiaires, mais ils sont dans des positions d'encadrement au sens simple du terme, sans parler de pouvoir. Là, on n'est pas là-dessus, on est plutôt sur la facilitation ou sur le pouvoir. Ils sont des leaders. Donc, mixité des statuts et reconnaissance d'une égale importance de tous, de l'inspectrice d'académie jusqu'à la directrice de maternelle à 3 classes, ce qui n'est pas une mince affaire, même si ça peut le paraître. À l'échelle des enseignants, mixité des groupes, ce qui impliquait mixité des groupes de travail et des problématiques d'enquête sur les pratiques, on y reviendra, parce qu'on a fait un certain nombre d'enquêtes sur les pratiques, parce que si on veut dépasser ces représentations, il faut interroger et puis aller voir les choses. Il ne suffit pas de les entendre, en raconter, ça, en général ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas c'est notre expérience. Et reconnaissance des spécificités, parce que sans reconnaissance des spécificités, on pose un autre problème qu'on connaît bien, qui est le besoin de distinction des personnels que nous encadrons les uns et les autres, ou que nous accompagnons dans leur exercice. On ne peut pas dire à un professeur de lettres qui a fait des études de spécialiste de son domaine qu'il fait le même métier qu'un professeur des écoles qui enseigne en maternelle depuis 15 ans. Ça n'est pas vrai. Et même si on dit qu'ils ont des problématiques qui sont partagées, il faut quand même reconnaître fortement les spécificités des uns et des autres. Donc on a créé un conseil de réseau composé de 8 directeurs, de 5 chefs d'établissement et les 2 initiateurs que nous étions tous les 2 ici présents. Alors, cette expérience est donc faite dans un cadre très précis, puisque effectivement, il ne s'agissait pas de... C'était quelque chose d'assez particulier, c'était une innovation, c'était même une expérimentation. Donc, il y a eu bien évidemment l'aval des autorités académiques, donc Patrice l'a dit, et puis on avait un protocole d'accompagnement, parce que se lancer à plusieurs comme ça dans une aventure en engageant des élèves, et alors pour le coup... beaucoup d'élèves, puisque ça concernait en gros plus de 5000 élèves, ça pouvait concerner plus de 5000 élèves, il fallait qu'on soit accompagné et surveillé, évalué, que l'action puisse être évaluée. Donc, dans ce protocole d'accompagnement, il y avait un protocole d'accompagnement donc en interne, au sein de l'académie, avec bien sûr le pôle académique de soutien à l'innovation et l'expérimentation, donc, et son habitude d'évaluation, mais aussi avec le collège des IAIPR. C'est-à-dire que dans cette volonté qui était la nôtre, justement, de ne pas égaliser en réduisant à une unicité, mais bien en faisant de la pluralité de nos spécificités disciplinaires, etc., une richesse, il nous fallait l'engagement de tout le collège des IPR. Et pour ça, tous les collègues se sont... collés à diverses occasions à cette expérience et ont travaillé avec nous et ont évalué ce que nous faisions. Alors pour commencer le travail en commun, puisque vous voyez se dessiner un schéma général d'organisation en réseau, il fallait démarrer. Et ce qu'on a voulu, c'est démarrer par essayer de comprendre quelles étaient nos représentations respectives, mais bien évidemment en employant un détour, parce que si on commence à dire faisons l'inventaire de nos représentations, comme certains formateurs peuvent le faire quelquefois un peu naïvement, on n'arrive à pas grand-chose, si ce n'est à ce que chacun suppose qu'il faut dire pour être à peu près entendu, ou en tout cas perçu comme il voudrait être perçu. Vous voyez ce genre de façon de faire qu'on connaît bien dans les stages qu'on a tous soit encadrés, soit dans lesquels on a été formés. Là, on a essayé de déplacer les choses. Donc on a proposé à l'équipe dont je parlais tout à l'heure, les 8 directeurs, les 5 chefs d'établissement et les 2 inspecteurs que nous sommes, on s'est proposé de travailler ensemble à analyser le parcours de l'élève, identifier quelle pourrait être, du point de vue du parcours de l'élève, une comparaison avec le voyage d'Ulysse. Donc on a identifié un certain nombre des événements du voyage d'Ulysse, les lotophages, le cyclope, et je vous en passe. Et on s'est demandé à quoi pourrait correspondre cette difficulté qu'a dû dépasser Ulysse. Ulysse, comment il l'appelle? Le malin, le rusé. Qu'est-ce qu'il a dû dépasser? Et pour le coup, ensemble, donc, il y avait des personnalités principaux, il y avait des directeurs d'école maternelle et élémentaire et les 2 inspecteurs que nous sommes, on est arrivé à un certain nombre de choses. On s'est dit, tiens, je me souviens d'ailleurs que la grande question de Madame le recteur, c'était, mais alors dites-moi, qui était le cyclope? On ne lui a jamais répondu. Si elle avait été là, on lui aurait dit que c'était un peu l'administration qui était sortie dans le discours, mais
Bon, profitons qu'elle n'est pas là pour le dire. Elle le saura de toute façon, puis je crois qu'on lui avait dit à un moment. Ouais. Donc, du point de vue des cadres, quels sont les obstacles à un parcours réussi? Ceux que nous avons conclus, c'est relativement long, il y avait beaucoup de points de comparaison. Je peux vous garantir qu'on a passé une après-midi dans laquelle on a beaucoup ri, dans laquelle on s'est demandé à quoi on allait arriver. Oui, après, un peu d'interrogation quand même. Hein. Tout le monde se disait, voilà une IPR de lettres qui est là et qui nous impose d'imaginer que l'élève est Ulysse et que forcément il rencontre des monstres. Donc ça a donné lieu effectivement à un certain nombre de... Ouais. Conclusion, ce qu'on a retenu ensemble, l'idée qui nous est apparue comme la plus intéressante à retenir, c'était celle que, pour nous, pour ce groupe-là, l'élève apparaissait comme pris en tenaille, coincé entre, d'un côté, la méconnaissance des attentes, du système, du professeur dans la classe, de la vie scolaire, de la directrice, du directeur, du principal, et la variabilité des attentes. Et l'élève, il est entre les deux, là. Donc, mais entre les deux, donc entre le marteau et l'enclume. C'était Carib et Scylla. Bien évidemment, vous aviez reconnu Carib et Scylla. Ce qu'on avait aussi identifié comme hypothèse, c'est que les professeurs manquaient d'une culture commune et d'une lecture partagée de leurs responsabilités dans le parcours de l'élève. Et que, mais on l'a déjà dit tout à l'heure, que les grands discours n'apportent pas grand-chose. Que quand on vient dire pourquoi il faudrait penser la continuité du parcours des élèves, ça ne percute pas. Et donc on s'est dit, il faut qu'on assure la promotion d'un développement professionnel des professeurs, des 2 degrés, dans l'action. Et donc ensuite, nous sommes, une fois que nous avions bien fait le point sur nos représentations, enfin du moins sur, pour nous, l'identification des obstacles à la réussite ou un parcours épanoui et réussi tout le long de la scolarité obligatoire, nous étions prêts à mettre en œuvre des tas de choses pour essayer de ne plus avoir d'attentes variables dans les établissements ou du premier degré au second degré, etc. Et puis, comme l'accompagnement que nous avions, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un accompagnement interne, mais on avait aussi un accompagnement externe. Et cet accompagnement externe, il nous a été assuré par François Muller, qui est là et qui vous montre des images, donc du département recherche, développement, innovation, expérimentation de la DGESCO, et par Romuald de Normand, qui est là, qui était à cette époque professeur-chercheur à l'Institut français de l'éducation. Donc dans le cadre d'une convention avec l'Académie, nous bénéficions de l'accompagnement, du regard d'amis critiques de nos deux amis critiques donc. Et nous avons rencontré François un jour pour lui faire l'état de où on en était, donc de ce que nous pensions faire. Et il nous a dit, ben, c'est bien tout ça, mais et les élèves, vous les avez entendus? Parce que eux, que pensent-ils? Pour eux, quels sont les obstacles? Donc effectivement, on s'est rendu compte que non. On n'avait pas pensé une seule seconde à donner la parole aux élèves. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'une fois qu'on a mené l'enquête, on va voir ce qu'il en a été. Donc, puisque François nous avait un peu déstabilisés en nous disant que ce qu'on disait, on prétendait le savoir, mais on n'avait aucune capacité de démontrer nos hypothèses, on est parti dans une stratégie d'enquête auprès des élèves. On a donc conduit des entretiens avec, de mémoire, je dirais 107 élèves d'écoles élémentaires et de collèges. 137, bon, il m'en manquait un 3. Et c'était des entretiens qui étaient conduits dans la logique des entretiens compréhensifs de Jean-Claude Kaufmann, pour essayer d'avoir un cadre un peu simple et rapide, hein, puisqu'on n'est pas des chercheurs ni des universitaires et on ne prétendait pas l'être. Et en même temps, ça nous donnait une continuité dans la réflexion et dans la façon de conduire les entretiens, systématiquement en binôme, en mélangeant un premier degré et un second degré, et toujours avec des groupes d'élèves, jamais avec des individus. Donc c'était toujours 4 élèves ensemble, de façon à assurer la circulation de la parole et à réduire la charge émotionnelle, le stress pour les élèves. Ce qu'il en est sorti, c'est absolument pas ce à quoi on s'attendait. Alors ça date d'il y a 3 ans, je crois. Puisque à cette époque, on ne parlait pas encore de climat scolaire, dans ma mémoire. Et là, ce qui est sorti, c'est des élèves qui nous parlaient exclusivement de ce climat scolaire.
En gros, il nous disait, on a peur à tel endroit, telle partie de l'établissement n'est pas sécurisante, je ne peux pas m'adresser à telle personne parce qu'elle me fait peur, quand j'arrive en retard, je me fais gronder, donc pour le coup, je préfère pas venir. Les toilettes, c'est un endroit où il ne faut surtout pas mettre les pieds, enfin des choses. Et dans ce qu'ils nous ont dit... Et je dirais, parce que là, c'est le côté... et on ne l'attendait pas, parce que c'était à certains endroits, où, au contraire, notamment dans certaines écoles, où les directeurs et les professeurs étaient très engagés dans ce domaine-là. Et au collège, on a beaucoup entendu les élèves dire effectivement qu'ils pouvaient parler au chef d'établissement, qu'ils pouvaient parler à telle personne, mais pas à d'autres. Et en même temps qu'ils se sentaient en prison. Là où, dans des établissements où les équipes avaient fait, de leur point de vue, tout ce qu'il fallait pour les mettre en sécurité. Et c'était interprété par les élèves comme on est en prison, voilà. Et donc ils n'étaient pas bien là parce qu'ils étaient en prison. Donc on avait ce côté-là qui a vraiment dominé dans les entretiens. Donc, ce qui nous a conduit à monter des opérations. Alors, existait déjà dans la circonscription dont j'avais la responsabilité, une action avec un pédopsychiatre, le professeur Michel Delage, qui est un compagnon de route de Boris Cyrulnik, pour ceux qui connaissent, qui, en gros, qui était en train de nous aider à analyser des situations d'élèves extrêmement difficiles dans les toutes petites classes, à nous accompagner pour comprendre et prendre en charge certains élèves. Et donc, on travaillait beaucoup sur des logiques de théorie de l'attachement avec ce professeur, et ça nous a amené à travailler sur l'instauration d'un climat sécure à l'école maternelle et à l'école élémentaire. Sécure au sens sécurisant, mais ça ne traduit pas vraiment ce que signifie le terme chez les spécialistes de ce domaine-là. Mais ça rejoint grandement les travaux qu'on a vus depuis, et notamment le rapport que certains d'entre vous connaissent bien sur le climat scolaire. Donc on a conduit un travail avec le professeur Favre, qui est un autre universitaire, sur l'évaluation bienveillante et les postures réelles des évaluateurs, avec des professeurs des 2 degrés. Et puis ensuite, on a croisé les travaux du professeur Delage et du professeur Favre, puisque finalement on les a fait se rencontrer et ils se sont rendus compte que bien que travaillant sur des objets radicalement différents, ils réfléchissaient sur les mêmes questions. Et donc on a étendu ce travail, ce travail a été étendu, mais là je laisse Frédéric parce que ça s'est fait depuis que je ne suis plus dans l'académie. Ce travail s'est étendu effectivement, puisque plusieurs établissements du réseau, d'abord du réseau du socle, donc parmi les 5 au départ, mais maintenant au-delà, travaillent avec ces spécialistes pour développer, chacun avec leur spécificité, un climat sécure qui dépasse bien pour le coup les conditions sécurisantes extérieures, je dirais, et qui travaillent aussi à l'intérieur dans les pratiques de classe et au quotidien de l'exercice sur la manière de sécuriser les élèves face à l'apprentissage, puisque tout apprentissage induit une sécurité. Alors, en dehors de la parole des élèves, après il y a eu d'autres systèmes pour les élèves, mais on va faire court, le temps court, on a aussi mené une enquête auprès des professionnels. Alors d'abord, l'enquête auprès des professionnels, elle s'est passée en 2 temps. Elle a été amorcée par les échanges que nous avions en tant qu'inspecteurs, tous les deux, sur un objet qui me concerne en tant qu'inspecteur de lettres, c'est-à-dire la maîtrise de la langue, la compétence lire, la compétence écrire et la compétence dire. Et donc, quand j'observais les résultats chiffrés des évaluations nationales et que j'entendais mon collègue me parler des élèves de sa circonscription, les élèves étaient massivement lecteurs, maîtrisaient les codes et étaient en mesure de lire. Et puis, rencontrant les professeurs de français des collèges de ce réseau, je les ai entendus me dire « que voulez-vous, on ne peut rien faire, les élèves ne savent pas lire ». Là, je me suis dit qu'on ne devait pas entendre la même chose dans ce que c'était que lire. Et nous avons engagé des inspections croisées. C'est-à-dire que je suis venue voir dans les classes jusqu'en maternelle, ce qui s'engageait, comment s'engager le processus de lecture, ce qu'on appelait lire. Et puis, Patrice est venue dans les classes de collège pour voir ce que c'était qu'une séance consacrée à la littérature en collège dès la 6e, mais aussi en 3e.
Et là, il a bien fallu aussi analyser, voir avec les enseignants ensemble quelles étaient les difficultés, quelles fonctions on donnait à la langue finalement, parce que entrer en littérature, ça n'est pas seulement lire, ça n'est pas seulement pour les professeurs de français, ça va être lire de la littérature, mais entrer en littérature, ça n'est pas simplement savoir décoder, ça n'est pas simplement savoir lire mot à mot, mais c'est bien comprendre, accéder à une langue qui a une fonction poétique, accéder à toute une symbolique. Et là, en allant dans les classes comme ça, je me suis rendu compte que sur la circonscription, depuis 3 ans déjà, existait une action mythologie où les enfants, on leur racontait des aventures de héros de la mythologie et qu'ils parlaient, qu'ils débattaient avec entre eux et avec leurs professeurs. Et là, j'ai conçu qu'en fait, on était dans de l'activité d'interprétation, dans de la compétence du sujet lecteur. Et c'est comme ça qu'on a commencé à proposer aux enseignants du premier degré et aux enseignants de lettres de travailler ensemble sur cet objet. Et véritablement, ça a donné des résultats. Donc on a fait aussi des enquêtes auprès des cadres, je dirais très très vite, qui ont montré des transformations des rôles et des postures, qui ont montré que les dimensions humaines, personnelles et interpersonnelles étaient fondamentales, qui ont montré qu'un terme qui est beaucoup revenu dans nos réflexions et dans nos discussions, c'était l'idée de reconnaissance de soi, parce que si chacun ne se reconnaît pas lui-même, ça va être compliqué de reconnaître les autres, mais ça on est peut-être dans la psychologie, mais en tout cas, nous, ça nous est apparu comme un élément fondamental. Reconnaissance de l'élève, et donc du sujet dans l'élève, pour revenir sur ce que disait Frédéric à l'instant sur la compétence, sur l'entrée en littérature et l'entrée dans la culture. Reconnaissance des enseignants, après tout c'est des experts, et si on leur confie des élèves, on en reparlera plus tard, c'est qu'ils ont des compétences, et donc il faut leur parler uniquement en ayant ces éléments-là à l'esprit, sauf quand vraiment il y a des cas graves, mais ils sont quand même très rares, et reconnaissance de la complexité. C'est-à-dire que cette idée de socle commun, qui avait l'air simple, quand on rentrait dans le cœur de ce que signifie apprendre et préparer la continuité et la cohérence des apprentissages de la maternelle au collège, c'était beaucoup plus compliqué que ce que ça paraissait. Et nécessité de conjuguer lisiblement des valeurs personnelles et des valeurs professionnelles pour les cadres. Donc là, on était bien sur des questions de cadre. Au niveau du réseau. Ce qui est apparu très nettement, c'est que pour mettre des établissements en réseau, pour mettre des professionnels, puisque là évidemment les travaux qui se sont engagés, j'ai donné l'exemple de la littérature, enfin du français, mais il y a évidemment, on a fait la même chose dans les sciences, en mathématiques, etc. Donc pour arriver à mettre en réseau les gens de manière durable et qu'ils s'emparent avec responsabilité et confiance, il faut du temps. Il faut du temps. Notre système en France ne permet pas toujours le temps. Alors, je connais mal les systèmes étrangers, je les apprends, mais je les connais encore mal. Et le fait que les personnels bougent, que les enseignants ne se sentent pas eux-mêmes dans un climat sécurisant, c'est-à-dire on a le temps, on peut pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, chercher ensemble, essayer des choses, etc. Ça complique, je dirais, l'efficacité ou la pérennité des actions qui sont engagées. En revanche, la mise en réseau et des établissements et donc des professionnels dans les établissements a engagé, je crois, des modifications définitives chez les gens qui ont vécu cette expérience, c'est-à-dire, bon, à notre niveau, on pourra en parler, mais je pense même aux professeurs qui, pour certains, ont pu lutter. Le fait d'avoir pris l'habitude de travailler avec leurs collègues du premier degré, des écoles, le fait d'avoir pris l'habitude d'aller assister à des séances, d'inviter des professeurs du premier degré à venir chez eux, de travailler ensemble et de réfléchir ensemble, et de travailler effectivement avec des chercheurs, puisque tout au long de ce parcours,
parcours, donc on a été sous le regard de chercheurs et accompagnés par des chercheurs et par des amis politiques, ben finalement ça a engagé chez eux une aspiration à ça, un besoin de travailler en réseau, finalement sortir des murs, être reconnu par les autres, par leur hiérarchie bien sûr, mais pas seulement, et une confiance, je dirais, dans les établissements qui ont été très marqués par cette expérience et dont les principaux sont toujours à la direction. Les personnels disent bien qu'ils sont en confiance, qu'ils vont discuter avec le chef d'établissement de ce qu'on peut faire pour les élèves, avec les directeurs, etc. Et ça a été un véritable changement de paradigme qui, de toute façon, laisse des traces chez les individus, même quand ils sont amenés à faire autre chose. Voilà, dit avec d'autres mots, leur rendre la responsabilité qui est la leur. Et pas en leur disant prenez vos responsabilités, mais en les laissant dans des situations qui les mettent en situation de prendre leurs responsabilités, qu'elles soient de l'ordre réflexif ou qu'elles soient de l'ordre mise en œuvre d'actions suite à des échanges entre des équipes locales ou des équipes inter-établissements, inter-écoles. Alors, deux, trois transferts, parce que personnellement je n'occupe plus les mêmes fonctions et le réseau a évolué dans des chemins que je ne connais pas tous, loin de là, parce que je ne le suis pas au quotidien comme j'ai pu le faire pendant des années. Maintenant, je travaille à Strasbourg et j'ai été nommé par le recteur de Strasbourg référent d'un réseau d'éducation prioritaire, comme celui de Toulon, mais là j'étais IEN, et maintenant je suis référent académique d'un réseau d'éducation prioritaire à Colmar. Et dans cet endroit, d'emblée, avec l'accord, enfin l'obtention de 10% de moyens, environ 10% de moyens supplémentaires pour les écoles et les collèges, le choix qui a été fait est un choix que je n'aurais jamais fait avant cette expérience, auquel je n'aurais jamais pensé. Au lieu de dire on va structurer, on va mettre un plan en place avec des étapes, des formations pensées par des experts, etc. Et les profs rentreront dans ce qu'on a pensé pour eux parce que nous le valons bien et pas eux. Eh bien, on a pris le problème à l'envers et on leur a laissé l'initiative des problématiques qu'ils voulaient résoudre, on leur a laissé l'utilisation d'un créditant, on a mis en place un accompagnement de ces personnels avec des logiques d'amis critiques et non pas avec des logiques d'experts maîtrisant les domaines auxquels s'intéressaient les professeurs, et en leur disant bien, les responsables, c'est vous, les experts, c'est vous qui avez les élèves, c'est pas nous. Nous, on crée des situations pour vous permettre de mieux réfléchir. Et ça, très honnêtement, si on ne travaille pas en réseau, si personnellement je n'avais pas travaillé dans une logique de réseau avec des confrontations de leaders, je n'aurais pas appris. Oui, juste pour terminer, et là, pas pour parler de la manière dont j'exerce aujourd'hui mon métier, mais pour donner une perspective de ce que cette expérience a pu générer dans un des établissements, et là en l'occurrence au Collège La Marquisane. Aujourd'hui, les professeurs ont accepté s'engager dans un établissement lieu de formation, c'est-à-dire qu'ils ont accueilli, pas plus tard qu'hier, des professeurs de Toulon, des chefs d'établissement, des adjoints, des CPE qui avaient accepté de venir là pour regarder leurs pratiques, discuter, enquêter sur leurs pratiques, interroger les élèves. Mais je pense que François pourra en parler beaucoup mieux que moi puisqu'il était au cœur de l'action. Voilà, et une phrase pour conclure, ce qui nous est apparu, c'est qu'il vaut peut-être mieux gouverner par les buts que par les procédures. Et en tout cas, dans les expériences qu'on a conduites ensemble, ça a été ça qu'on a essayé de faire et ça nous a été profitable. Et ce qu'on a observé, c'est que c'était profitable au terrain. Merci de votre attention. Nous sommes en retard, mais nous avons quand même le temps de prendre une ou deux questions. Right. First of all, thank you for your presentation. As a researcher at the moment, I very much enjoyed how you analyzed the whole process.
you met phenomena and you started acting with the phenomena as you encountered them. My question to you would be, we are here trying to build an EU policy on school leadership, and we often try to lead the process with answers. And if I understood right, at some point you learned that you could lead the process with questions and giving people agency. Could you tell us something more about that, please? Leading with questions as you encountered with problems. You gave agency and you let the people to have the answers. Alors sur le réseau de Toulon, les questionnements des équipes se passaient en général dans des réunions de travail où on analysait un certain nombre d'éléments. Où on les mettait aussi face à... Enfin, où ils choisissaient un objet et comme ils étaient de provenances différentes, puisque certains étaient enseignés à l'école et d'autres au collège, bah, finalement sur ce même objet, ils se posaient des questions, en fait. Au départ, c'est vraiment les interrogations qu'ils se sont posées, en observant leur pratique, en allant se voir, ils se sont interrogés, et c'est comme ça qu'au début, en prenant simplement les manières de faire, je dirais en interrogeant au plus simple, petit à petit, ils ont interrogé au-delà. On les a aussi, on leur a proposé des pistes de lecture, hein, et notamment de lecture scientifique, mais sans jamais donner de réponse, parce qu'en fait, nous étions absolument convaincus que nous n'avions pas les réponses. Et c'est à partir de là, voyant que nous n'avions pas de réponse, qu'ils sont entrés plus loin, ou que nous refusions de leur donner des réponses toutes faites, qui sont entrés plus loin et qui sont passés des questions sur un objet précis, une pratique précise, à un questionnement plus réflexif et plus approfondi. On les a poussés à réfléchir sur des thèmes communs. On peut prendre un exemple avec la question, tout à l'heure Frédéric parlait de la mythologie et de la langue orale. Il se passait des choses dans des écoles autour de la mythologie et les enseignants du premier degré conduisaient des séances avec les élèves en les interrogeant, en leur accordant la parole. Quand Frédéric a vu ça, elle a proposé à ses professeurs de lettres d'aller voir ce que faisaient les professeurs des écoles dans les écoles du secteur. Et là, on les a, je dirais, aimablement poussés à travailler ensemble, à coopérer, à s'interroger entre eux, mais dans une logique de notre part d'amis critiques et pas d'inspecteurs au sens traditionnel du fonctionnement des inspecteurs en France. On essayait d'être plus dans une logique d'accompagnement que dans une logique d'injonction. Même si beaucoup de nos collègues inspecteurs en France ont quitté l'injonction, malgré tout, il faut faire cette séparation un peu forte. Je peux me permettre ? Il y a deux questions. Je peux parler parce que, enfin, Oui, je dois à droit de parler. Vous avez cité plusieurs fois qu'on a suivi, et de près et de loin, en tout cas durablement, l'expérience. Il y a deux questions qui sont déclenchantes. Elles sont très simples, elles sont même triviales. C'est « que savez-vous » Et la seconde, elle vient tout de suite après. « Comment le savez-vous » Et donc, personne n'a la réponse. Personne seul n'a la réponse. Et donc, ces deux questions obligent ou rendent intéressante la coopération à tout niveau. Un chef d'établissement, un inspecteur, un directeur savent des choses de leur point de vue. Des enseignants savent des choses de leur point de vue. Mais aucun ne pourra avoir l'espace. Aucun ne saura dessiner l'espace. Encore une question. Nelly Kay, question et réponse d'une certaine manière
En tant que Française très impliquée dans ce qui s'appelle ici le School Leadership européen ou mondial, je me pose la question de savoir si les corps d'inspection sont vraiment utiles. Parce que dans certains pays, le directeur d'école, qui est un vrai directeur d'école et qui a des pouvoirs bien élargis par rapport aux nôtres, qui ne sont même pas des directeurs, a la possibilité de mettre en musique ce que vous avez fait. De même, au niveau des corps d'inspection du secondaire, des chefs d'établissement à qui on reconnaît le pouvoir de recruter, d'évaluer, de former. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin là, du conseil, du coaching, d'inspecteurs, comme ça se fait partout. Mais la semaine dernière, j'écoutais mon collègue finlandais à Shanghai raconter ce qu'ils font en Finlande. Eh bien, si vous voulez, on se passe tout simplement des corps d'inspection pour faire ça. Il s'agit de school leadership et ce sont des school principals qui font ce travail. Donc je pose la question, avons-nous besoin des corps d'inspection pour faire ce travail? Je vais dire oui, pourquoi je crois que dans l'école française, avec sa tradition, et à l'heure où nous parlons, nous avons besoin des inspecteurs, et en l'occurrence là, nous avions besoin des inspecteurs, parce que dans les analyses que nous avons pu mener, il y a des questions qui ne se seraient jamais posées si nous ne les avions pas interrogées nous ou regardées nous avec notre regard de spécialiste. Et je crois que, pour ce qui me concerne, je considère que le savoir et les connaissances qu'on a dans une discipline notamment, ça permet, et là dans les pédagogies, dans les didactiques et dans des spécificités, parce que moi, très honnêtement, comment on apprend à lire, je pouvais bien lire des choses, je n'avais pas l'expertise qu'avait mon collègue. Et je trouve que les expertises qui sont celles des inspecteurs permettent de réfléchir, alors peut-être de nourrir ce que vous appelez du coaching, ce que je préférerais appeler du conseil et de la réflexion avec les chefs d'établissement, alors peut-être que de le nourrir, mais le nourrir, ça me paraît absolument fondamental, et je crois que les inspecteurs sont bien placés pour ça. Donc, un deuxième élément de lecture, tout à fait dans le même fil. Alors, premièrement, il ne nous appartient pas de dire ce qu'on pense précisément ou de critiquer le système. Là, nous, on fonctionne dans un système avec nous-mêmes deux fonctions particulières. Enfin, on fonctionnait à cette époque-là, moi IEN et Frédéric qui a IPR de lettres. Donc, on faisait avec notre système. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, je suis à IPR établissement et vie scolaire. Donc, ça m'amène à travailler avec des établissements. La première chose que me demandent les collègues chefs d'établissement, c'est de l'appui en termes de leadership pédagogique. C'est pas de les aider à résoudre des questions d'emploi du temps, qu'entre parenthèses, je serais bien en peine de les aider à résoudre, puisque moi-même, je n'ai jamais géré véritablement d'emploi du temps. Mais par contre, la question de savoir comment on construit une politique pédagogique, comment on la fait passer, comment on influence le terrain pour pouvoir réussir ce type de politique, comment on s'ouvre à la recherche. Là, les chefs d'établissement sont largement demandeurs de ce que les inspecteurs peuvent faire peut-être plus facilement parce qu'ils ne sont pas sur un seul établissement. Ils ne vivent pas dans un seul endroit. Un jour, M. Verlucot, qui est ici présent, m'avait dit « N'oubliez pas que c'est les chefs d'établissement qui sont assis dans l'établissement, ils sont au cœur des tensions et des difficultés qui existent. Nous, on circule, on ramène des éléments de la recherche, on ramène des questionnements et on ouvre un peu les possibles. C'est juste dans cet état d'esprit-là qu'on a fonctionné. » Bien. Cette question de l'accompagnement sera sans doute reprise à d'autres moments de cette réunion. Là, merci beaucoup Frédéric et Patrice. Et nous allons passer la parole à François Muller. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle François. Bon. Merci. J'ai essayé au mieux de faire ce que je sais faire dans le cadre national, qui est de travailler sur la recherche et le développement et l'accompagnement du changement. Et donc, j'ai essayé d'accompagner, si ce n'est en musique, en image, ce que nos collègues sur le terrain faisaient.
que d'une certaine façon, l'école s'invente. Elle s'invente par ses acteurs eux-mêmes, et c'est par le travail de recherche de Toulon. On a bien vu comment le réseau, sur l'image que je vous ai présentée des fils, comment le réseau modifiait le travail. C'est d'abord, on a pris des fils de laine et on a essayé de tracer ensemble ce que personne ne savait bien faire. Chacun savait qu'il faisait quelque chose, mais le groupe ne savait pas ce qu'il faisait. Et donc c'est d'abord passé par des choses très, très matérielles, très humaines, très amusantes aussi. C'était amusant de reprendre de la laine et des punaises pour dire avec qui tu travailles et finalement d'identifier différentes formes de solidarité. Donc le bleu, le orange, etc. ce sont des légendes. On a un réseau institutionnel apparent et on avait des réseaux réels aussi, des réseaux de solidarité, pas toujours très avoués quelquefois, à Toulon, des réseaux d'amitié, des réseaux familiaux, etc. Et donc c'est tout à fait intéressant, c'est une des façons de nouer d'abord des relations que de dire avec qui tu travailles, dis-moi avec qui tu travailles, je te dirai qui tu es. Et donc avant que d'être numérique, parce qu'on m'a demandé de travailler sur des solutions numériques, le réseau c'est d'abord de la relation, c'est d'abord des hommes et des femmes qui travaillent pour des élèves, et donc je vais essayer de travailler avec vous sur quelques points pour voir en quoi c'est une manière, c'est pas nouvelle, ça peut être nouvelle en France, c'est une manière de conduire le changement dans l'école. Et je prends cette image, cette photo qui existe vraiment, c'est une vraie réalité. C'est à Paris, au musée de Tokyo, au palais de Tokyo, où vous avez des piliers qui sont séparés, des piliers de ciment, et donc qui pourraient illustrer autant d'écoles séparées qui sont là, elles sont. Et l'artiste a créé des solidarités très nouvelles, très organiques, qui sont dans la frondaison d'un nouvel arbre. Et donc il y a bien quelque chose qui est et quelque chose qui devient. Et donc c'est pas contradictoire, mais c'est bien les deux. C'est une œuvre que vous pouvez voir, c'est assez fantastique à regarder. Écoutez, je vous invite à passer un tour au Palais de Tokyo à Paris. C'est un peu ce qui est en train de se passer dans l'éducation. Et vous voyez bien que le réseau ici, il n'est pas en bas, il est en haut. Mais bon, c'est une question de point de vue. Pour travailler, donc, je suis retourné à mon déroulement. Le réseau, c'est d'abord une histoire de concept. C'est vrai que ça existe, le réseau. Le réseau ferré, par exemple, vous l'avez. Et le réseau ferré est assez intéressant comme pour mesurer, finalement, que c'est la contraction de l'espace et du temps. Donc, travailler en réseau, ça veut dire faciliter grandement un certain nombre de choses. Ce qui était très loin devient très proche. Ce qui est apparemment loin devient très proche, très facile. C'est la France, mais vous voyez que la France, elle n'est pas encore bien reliée. Et vous voyez Nice, par exemple, par rapport à Paris, ça s'est rapproché, mais il y a encore des efforts à faire, malgré les grèves. Voilà. Bon. Le réseau, dans un autre aspect, c'est quelque chose que l'on connaît, qui est très vivant. C'est quelque chose de très organique. Et donc, ça n'a strictement rien à voir avec une organisation décidée. Il y a du vivant. Le réseau, c'est... ici, vous avez des synapses. C'est l'intelligence. En latin, intelligence, c'est interligere. C'est lié entre les choses. Et donc, quels sont les liens qui font de l'intelligence, collective? Alors, c'est très amusant parce que si on passe maintenant à des solutions un peu numériques, ici, vous avez la carte de France. Et c'est une carte qui est numérique. On a ciblé l'ensemble des appels sur les mobiles. Et on pourrait penser que appeler sur son mobile, sur son téléphone, c'est appeler très loin, etc. Et on s'aperçoit que les appels, et donc les solidarités, les liens sont très locaux. Quand on parle de réseau, ce n'est pas des réseaux internationaux. Si, il y a du réseau international. Mais ça correspond à 15% de la vie.
85% de la vie, finalement, c'est des choses qui sont très locales ou très régionales. Et donc, il y a un enjeu, le réseau, c'est bien du quotidien, c'est pas de l'extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation extraordinaire. Et je remercie l'Académie, Frédéric et Pavina et les organisateurs que nous soyons ici. Et et Jean-Louis et Romuald. Mais c'est extraordinaire. Se mettre en réseau, c'est donc travailler vraiment sur une quotidienneté, mais de façon assez différente. Alors à l'école, on rencontre une particularité. C'est que quand vous rencontrez des collègues, des équipes, des enseignants, des chefs d'établissement, des inspecteurs, ils expriment quelque chose que les psychiatres analysent comme de l'auto-enfermement collectif. Je ne sais pas s'ils arrivent à traduire, celui qui traduit, mais de l'auto-enfermement collectif. C'est-à-dire qu'on se sent isolé. C'est assez curieux parce que si on posait les questions, justement, un ami critique, c'est pour poser des questions, c'est comment le sais-tu? Comment sais-tu que c'est fermé? Comment sais-tu que tu n'as pas les moyens? Comment sais-tu que va dire ton inspecteur, ton chef d'établissement? Est-ce que c'est impossible? Et puis, l'image est assez intéressante, c'est où sont les élèves? C'est-à-dire que ce qui va déclencher du changement, c'est bien un travail sur d'abord le questionnement sur les élèves. On est en éducation, il ne faut pas oublier ça quand même, que malgré les briques, à un moment donné, il y a quand même des élèves sur lesquels il va falloir poser des questions. Et c'était l'épreuve de vérité auquel l'équipe de Toulon a assuré l'équipe de Toulon, c'est-à-dire en re-questionnant les élèves, en élargissant la base de leur réseau, ils se sont aperçus que des questions qu'ils n'avaient pas vues, en tout cas la façon dont les élèves considéraient les choses, a permis de changer les choses. Et donc, un réseau, c'est très classiquement, à partir du moment où une ou plusieurs personnes volontaires, on ne peut pas déclencher ou décréter le réseau. On peut brancher les gens, mais s'ils n'ont pas d'usage, s'ils n'ont pas d'intérêt, ça ne marchera pas. Donc il y a une dimension un peu d'engagement. À partir du moment où plusieurs personnes volontaires décident d'établir une relation collaborative, c'est de l'échange. On va échanger quelque chose, et en dehors, en tout cas, de leur unité éducative. Bon, une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs réseaux qui existent. Ça c'est classique, c'est des images qui traînent actuellement sur la toile. Il y a plusieurs façons de structurer un réseau. Il y a des réseaux pyramidaux, des réseaux en étoile, des réseaux concurrentiels. Ça existe. Alors là, j'ai pris les grands de l'informatique, parce qu'on est dans le monde du numérique, mais il est extrêmement facile de changer les noms. Hein? On pourrait jouer à un jeu en disant que reconnaissez-vous dans vos structures? Et donc, en France, c'est vrai qu'on a une éducation qui est structurée avec un héritage qu'on a rappelé tout à l'heure, un héritage assez important, symboliquement extrêmement fort, mais qui, parce que le pays est grand, parce que nous avons 13 millions d'élèves, qui est aussi un peu lourd. Et donc, travailler sur une modalité du réseau, c'est sur des réseaux, donc ça va travailler ou organiser un peu différemment les choses, ça veut dire qu'à un moment donné, on est obligé de penser autrement, de ce que Frédéric a signalé, en disant comment on change de paradigme, comment finalement il est possible qu'une autre organisation soit possible et qu'elle soit aussi efficace, non pas contre l'institution, mais pour servir au mieux l'institution. Et donc j'ai repris ici, non pas une image que j'ai trouvée en Europe, mais une vraie photo que j'ai prise en Nouvelle-Zélande, donc à l'autre bout de la planète, où l'éducation, elle se fonde sur un principe qui était pour nous très exotique. Et donc je ne veux pas vous le dire en maori, on pourrait, mais en anglais, donc tout le monde est anglophone ici, je peux le traduire donc en français. Si tu viens avec ton panier repas, ton panier de chasse, les Maoris chassent dans la forêt, donc ils ont un panier de chasse autour du cou. Si tu viens avec ton panier repas, et si moi je viens avec le mien, eh bien
chacun aura assez. Voilà. Alors, c'est peut-être une petite histoire, sauf que c'est la devise de l'éducation en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on forme les formateurs, les chefs d'établissement et les enseignants. Formation obligatoire tous les 3 ans, sinon ils ne sont pas validés d'ailleurs. Donc ça veut dire que le principe même du partage de la connaissance, de la mise en réseau et de tous, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les enseignants pour que rien ne change, c'est que et les chefs d'établissement et les cadres qui sont autour de... ça répond à Nelly sur la question des inspecteurs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'inspecteurs, mais c'est d'autres organisations qui fonctionnent. Ça va fonctionner beaucoup sur la collaboration professionnelle et la mise en réseau. Cette mise en réseau, elle va se caractériser par 3 points qui sont extrêmement importants au niveau de la solution numérique. 4 points, excusez-moi. Le premier point, c'est la prise en compte de ce que signalait d'ailleurs John Supovitz ce matin, c'est la dimension de l'informalité. L'informalité. On pourrait dire, le terme, un néologisme à la française, l'informalisation. C'est-à-dire que dans une institution qui était très formelle, où il faut écrire en noir sur blanc, avec des signatures, etc., maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau infra de l'écrit, qui se passent dans la vie, dans la relation, dans les échanges, dans les couloirs, etc., qui sont tout aussi importantes que le reste. Donc ces dimensions-là, ces échanges-là sont importants. Comment? Donc vous le savez tous. Vous le savez tous. Un coup de téléphone, c'est important. Ça peut être important. Le deuxième point, c'est la dimension de la personnalisation. C'est-à-dire que, comme le dit la devise maori, chacun a quelque chose, a un savoir, et c'est important. Il peut être expert de quelque chose et qu'il peut partager. Et cette dimension de personnalisation, elle est importante. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur l'indistinction et l'indifférenciation des personnes. Donc dans un réseau numérique, la production de la connaissance, elle va être personnalisée. C'est bien quelqu'un qui écrit à quelqu'un d'autre ou à un groupe, et c'est une dimension qui va être identifiée. Donc on n'est pas sous un avatar, on n'est pas sous un nom d'emprunt, c'est bien une personne en situation qui écrit quelque chose et avec lequel on peut rentrer en collaboration. Le troisième point du réseau, c'est la dimension, alors je parlais comme ça en anglais, la dimension de l'open source. C'est très nouveau parce que jusqu'à présent, on gardait les choses un peu secrètes ou confidentielles ou réservées à une caste. Là, pas du tout. La connaissance ne vaut que si elle est partagée. Et vous savez, c'est clairement, je suis plus riche de ce que je donne, et si je donne, je suis encore plus riche. Je n'ai pas moins de connaissances. Donc c'est des principes assez démocratiques, quand même. Enfin, c'est assez intéressant. Et dans le monde numérique, travailler en open source en disant qu'il est intéressant d'ouvrir un peu pas tout le temps, mais d'ouvrir un peu les portes, ce qu'on appelle de déprivatiser la pratique. Ce que tu fais toi m'intéresse. Comment tu le sais? Ben écoute, on en parle et puis on verra. Mais c'est pas parce que j'ai porte fermée que je le saurai. En tout cas, à un moment donné, ça va être important. Et donc, le numérique va pouvoir le faciliter. Et puis, le quatrième principe, c'est la coopération. La coopération, c'est-à-dire que chacun peut devenir contributeur. Non pas consommateur, on l'est tous, consommateurs. On consomme des images, des informations, mais est-ce que vous êtes en situation, vous, chacun d'entre vous, de contribution, par exemple? Est-ce que vous donnez quelque chose au service d'un savoir qui se construit? Qu'est-ce que chacun ici a fait aujourd'hui et demain au service de la question du leadership? Il faut juste poser ces questions-là. Est-ce que quelqu'un a créé sur Twitter un hashtag pour repérer ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Je pose la question parce que je sais qu'il y a du Twitter ici. Voilà. Donc, oui. Donc, je sais que si j'aurais réussi, si on voit apparaître des Twitter avec une photo, au moins une photo de quelques personnes ici, ou de quelques situations ici. Bon.
ce qui devient intéressant, c'est que dans la solution numérique qu'on propose, qui est une sorte de Facebook de l'éducation, et qui s'appelle Respire. Alors pourquoi Respire? C'est un jeu de mots très français. Alors, le traducteur va se débrouiller. Mais Respire veut dire réseau d'échange de savoir. Un réseau d'échange de savoir. Alors, si moi je traduirais, c'est un social et professionnel network ou knowledge network, c'est ça, Romuald? Je regarde Romuald qui m'en met. Mais et Respire en français veut dire une métaphore, ça veut dire prendre de l'air. C'est ce qui permet de vivre. Et donc, un des livres qui vient de sortir récemment, J'innove comment respire, traduit cela en disant, c'est d'abord une grande inspiration, on récolte les choses, et on peut après expirer pour filtrer, pour regarder ce qui est bénéfique. Et donc, c'est bien dans l'idée de respirer, c'est bien l'idée aussi de transformation. Vous prenez les choses, vous prenez comme elles sont, et il y aura des opérations de transformation que vous ferez vous-même. On ne va pas vous les mâcher. Il y a bien quelque chose, on retrouve coopération, informalité, personnalisation, open source. Et donc, on arrive à avoir des échanges de cette nature-là. C'est-à-dire qu'on passe de quelque chose qui reste encore très pyramidal. On a besoin d'un cadre, de choses assez solides pour que une institution comme la nôtre tienne, c'est absolument nécessaire, mais à la fois, ça ne suffit pas pour que les choses s'améliorent significativement. Romuald le signalait ce matin, on a besoin de l'intelligence des acteurs, c'est-à-dire que de la compréhension fine que les profs, que les enseignants, que les équipes, que les chefs d'établissement ont de leur situation pour pouvoir agir sur cette situation-là. Autrement, il y a des incompréhensions notoires, des rencontres qui ne se font pas entre des intentions qui sont nobles et puis sur le terrain un manque d'éclairage, de concept, un manque d'accompagnement. Ils le disent, ils écrivent. On a 4000 équipes actuellement qu'on suit sur le terrain et qui nous écrivent ces choses-là. Donc on disait tout à l'heure des choses sur l'inspection. Ce qu'ils demandent, ce n'est pas plus d'inspection, ils demandent plus de choses ou de quelque chose ou d'organisations qui sont compétentes pour soutenir, aider à comprendre, aider à analyser, aider à s'auto-évaluer. Ça, ils le demandent. Ils le disent souvent comme ça, mais ils ne le traduisent pas sous forme de statut ou de... Ils disent pas qui, ils disent quoi. Et donc, avant d'être un réseau numérique, pour que le réseau numérique puisse exister, il y a bien quelque chose qu'il faut bien repérer au niveau local. C'est-à-dire que l'exemple du Toulon est assez intéressant. C'est bien quelque chose qui se passe au niveau local, qu'on accompagne, et la solution numérique va prendre le relais de tout ça. Donc la solution numérique n'est pas avant le reste, elle accompagne, elle amplifie, elle démultiplie, et elle va rendre possible des effets en masse critique. Ça, c'est pas l'exemple de Toulon, ça c'est l'exemple qu'on fait dans l'académie de Poitiers, par exemple, où ce sont des réseaux de chefs d'établissement qui commencent à travailler entre eux. Et ici, vous avez une photo, par exemple, avec quelques grappes de chefs d'établissement qui commencent à partager. Ils ne le faisaient pas auparavant, en tout cas, pas comme ça. Et cette photo-là, elle a été postée sur le réseau. Et donc, on voit bien que le réseau, d'autres personnes interagissent en ligne. Et si, il faudrait lire, c'est pas l'objet, mais les interactions, parce que c'est d'autres personnels et d'autres groupes, d'autres régions, de chefs d'établissement qui interagissent sur ce qui est en train de se faire. Donc ça se fait quasiment, alors c'est pas en temps réel toujours, ça peut se faire en temps réel, on peut l'organiser, mais c'est véritablement une sorte de fédération de groupes plus intelligents sur leur propre métier. Donc le réseau Respire, alors c'est un moment un peu particulier en ce moment, c'est que c'est une chose qui s'est créée il y a 2 ans, et en 2 ans, on a réussi à fédérer 10 000 contributeurs. Il n'y avait rien il y a 2 ans. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de moyens, etc. En 2 ans, on a 10 000 contributeurs, tout confondu. Des gens dont la particularité, c'est qu'ils ont voulu échanger quelque chose et se structurer. Et donc, ces 10 000, maintenant, on est en train de les faire passer sur une autre plateforme technologique, qui
fait que vous avez l'adresse en bas, là, qui s'appelle expérimentation.viaduc.fr. C'est-à-dire que, en gros, on a commencé dans une petite maison, et maintenant on a besoin d'une très grande maison, avec un très grand jardin, et avec beaucoup d'outils autour pour pouvoir planter des choses. Et donc on a changé de maison et de solution technologique, mais Respire n'est pas la solution technologique. Respire, c'est bien une communauté d'apprentissage. C'est-à-dire que la notion de réseau d'échange de savoir professionnel, elle est bien d'abord les réalités professionnelles et très humaines, et très identifiées, c'est-à-dire on connaît les gens avec qui on travaille, avant que d'être une solution numérique. Et donc j'insiste beaucoup sur le fait qu'il ne faut pas avoir une focalisation sur la solution technologique. Ça n'est qu'un moyen, et on voit bien que le moyen, il évolue tous les 2 ans. Donc il faut être très attentif à cela. Alors, quelques points. Donc voilà en quoi ça ressemble maintenant. Et donc j'ai fait ici, alors, comme la ligne ne fonctionne pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui consultent en ce moment, j'étais obligé de faire une capture d'écran. Voilà à quoi ça ressemble. Et j'ai par exemple illustré sur Respire qu'il y a un groupe qui est dédié à vous. Grâce à Romuald, on suit les travaux du groupe du réseau EPNOPS, je n'arrive pas à le dire, EPNOSL, du réseau sur le School Leadership depuis plus de 2 ans. Et donc il y a un groupe qui s'est créé à partir de cela et qui commence à capitaliser de la ressource, à la fois au niveau européen, on est même au niveau international, et donc là je ne peux pas vous le signer parce qu'on n'est pas en ligne, mais où on commence à agréger des personnels, toutes sortes de personnels qui sont intéressés, motivés et contributeurs autour de ce niveau-là. Ça, c'est un groupe parmi 500. Actuellement, nous sommes à 500 groupes qui travaillent sur le développement et sur les évolutions en éducation en France. Et tous ceux qui veulent contribuer sont bienvenus. Si vous n'avez pas d'adresse française, vous m'écrivez et on le fait à la main. Mais vous me direz d'abord qui vous êtes. Alors c'est intéressant parce que ce groupe, il y a des conditions finalement pour analyser comment ça marche. Je ne sais pas si c'est une bonne pratique. Ce matin, il y a marqué best practices, etc. Je vais vous présenter une bonne pratique. Je ne sais pas si c'est une bonne pratique. Moi, je sais qu'on essaye de développer quelque chose qui manifestement a de l'ampleur. On a reçu un prix national des acteurs publics parce que c'est assez nouveau dans l'administration. Il y a peu d'administrations publiques actuellement qui ont ce type de réseau social. Et donc, on peut tout à fait analyser comment ça marche. Quelque chose de déterminant dans ce fonctionnement du réseau, c'est la dimension du climat. On a beaucoup parlé du climat scolaire tout à l'heure. Quand on interroge les élèves, c'est d'abord du climat scolaire dont ils parlent. Quand vous interrogez les professeurs, c'est d'abord de cela dont ils parlent. C'est-à-dire de la nature de la relation et on va dire du degré de confiance qu'ils ont dans la relation que vous voulez établir. Et donc, enfin, dans l'institution à la française, comme on dit un jardin à la française, dans l'éducation à la française, la confiance n'est pas forcément la chose la mieux partagée. Il faut le dire. C'est pas simple. C'est pas très simple. On n'a pas forcément confiance avec ses collègues de travail, on n'ouvre pas sa porte, et puis avec le chef d'établissement, une relation un peu particulière qui peut s'établir, de hiérarchie administrative, et puis avec l'inspecteur, il y a des questions autour de l'évaluation du personnel, l'évaluation de l'attitude, qui n'est pas simple. Et donc, recréer ou trouver du climat de confiance, c'est une chose essentielle. Et parce qu'on va travailler sur des choses qui sont sur des contributions qui sont non formalisées. C'est-à-dire je partage une question, je reconnais que je ne sais pas faire et je sollicite ma petite communauté pour dire comment tu fais, est-ce qu'on peut interagir là-dessus. Et donc finalement, l'expertise vient du partage des questions et non pas de l'apport de la connaissance. Ça fait progresser, mais il faut pouvoir le reconnaître. Et donc, ce qui montre que dans ce réseau social, il n'y a pas de validation. Il n'y a pas de validation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 3 signatures avant que ça paraisse en ligne. Donc c'est un espace professionnel, chacun y avance
avec son identité et responsable de ce qu'il écrit. Il peut y avoir une modération après, mais sur les 2 ans d'existence et sur les 10 000 contributions et sur les centaines de milliers d'interactions, on a, sincèrement, je ne vous mens pas, on n'a jamais eu de problème. On pourrait en avoir peur, oui, mais c'est comme le mur. Je regarde, comment ça se fait. Et donc, l'expérience montre qu'il pourrait toujours y avoir des histoires. Mais là, on n'en a pas. Et donc, ce travail sur les petits savoirs est assez intéressant parce que ça permet, c'est un point, on va appeler ça discipliner l'innovation. C'est-à-dire qu'on va passer de choses qui existaient, mais qui étaient très brouillonnes, pas organisées. Finalement, je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, de 500 groupes. Qui peut dire actuellement ce qui fait fonctionner dans la tête, ce qui fait fonctionner dans les actes, les équipes éducatives en ce moment? Qui peut dire c'est quoi le travail, c'est quoi le boulot en ce moment dans une école, dans un établissement? On parle de l'éducation prioritaire. On peut le dire, on peut aller voir ça, on peut aller voir. Mais là, on a un observatoire assez extraordinaire. On a 500 groupes. Alors, je ne sais pas si c'est représentatif, mais c'est quand même des gens qui communiquent en tout cas, mais qui disent qu'ils travaillent sur quelque chose. Et puis on en voit, c'est-à-dire qu'on a des renseignements de première main. Actuellement, sur les pratiques d'évaluation des élèves, c'est très dur de savoir comment on fait. Écoutez, allez juste sur Respire et regardez, il y a 3-4 groupes sur l'évaluation des élèves, et ça vous donne la température très directe de comment ça se passe, de comment on voit les choses, comment on les voit se développer, c'est quoi les bases, etc. Ça peut être ce que c'est. C'est brut, oui, mais c'est la réalité. En tout cas, ça a le mérite de mettre en forme, de donner une formalité à des choses qui existaient, mais qu'on ne voyait pas. Écoutez, vous avez une éducation qui émerge, qui se donne à voir comme jamais on ne l'avait vu. Un troisième point, c'est un travail sur la coordination transversale. Et c'est notre sujet sur le leadership. C'est-à-dire que pour organiser ces groupes, donc j'ai 500 groupes, 500 personnes qui se sont dit je vais organiser quelque chose, je me propose pour être un animateur de ce travail-là. Alors, on a effectivement, par exemple, je me souviens, on a actuellement un inspecteur général en maths, mais d'une certaine façon, c'est presque son rôle, d'animer la question didactique sur les maths et l'organisation des examens. Donc, il a fait son groupe, il a trouvé ici, donc, il faut absolument le remercier, un réseau social qu'il utilise à son profit. Mais ça reste un, parce que tous les autres, ce sont des gens des personnes, des collègues qui ont pris cette responsabilité-là. On peut dire qu'ils se sont autoproclamés, peut-être. Et puis après, on voit, vous savez, sur Internet, quand ça ne marche pas, quand c'est pas intéressant, on part. Donc quand ça reste, ça veut dire que c'est intéressant. Il y a du contenu. C'est très clair. Hein. Regardez comment vous consultez l'Internet. Quand c'est intéressant, vous restez. Si c'est pas intéressant, vous partez. Là, vous avez des 500 groupes qui restent. Et donc, vous avez des coordinateurs transversaux qui apparaissent. Alors, on peut appeler ça community manager, c'est-à-dire on pourrait appeler ça même des leaders un peu d'opinion. Et donc, il est extrêmement intéressant pour une institution d'avoir ce repérage-là, parce que quelquefois, ce sont des gens qu'on connaît, quelquefois, ce sont des gens qui apparaissent et qui fabriquent finalement de l'expertise collective sur tel ou tel sujet. Un des derniers points, c'est effectivement, on va utiliser à fond le numérique maintenant. D'abord parce que les solutions existent, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout à recréer. Il y a des solutions quasiment gratuites qui existent. Et il faut juste avoir la vision de votre projet, et puis après travailler sur des solutions plus techniques et un peu de moyens pour travailler sur l'animation de groupes ou de réseaux. Comment vous animez par exemple le réseau numérique du leadership en Europe. Donc, seul ça ne se fait pas. Chacun d'entre nous peut le faire, mais ça ne peut pas se faire tout seul. Donc il y a un peu d'organisation nécessaire. Et puis le numérique, c'est à fond avec la vidéo.
tout à l'heure, je vous ai montré quelques images, mais qui sont des vidéos, c'est-à-dire que maintenant vous avez des petites bulles comme sur YouTube, si vous voulez, où on peut vraiment accéder très directement sur un certain nombre de témoignages, mais aussi de classes. On entre dans les classes, par exemple, quand on parle d'évaluation. Alors, Jean-Louis me fait un signe, donc je vais faire une conclusion. Romuald a eu la gentillesse de citer nos travaux communs à la fois et sur le terrain et en livre sur la transformation de l'école. Et donc, je voudrais cibler sur deux conclusions. D'abord, encore une fois, que travailler sur des communautés d'apprentissage professionnel, c'est bien une communauté professionnelle, c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui vient, qui s'agglomère à ce réseau, c'est bien des professionnels. C'est un peu la nouveauté. C'est la différence entre Respire et puis Facebook. Facebook, c'est des millions de personnes, mais il y a tout. Il y a tout. Là, sur Respire, vous avez une garantie, une confiance à la fois de contenu, de qualité des échanges. Ça sera ce que vous en ferez en tant que professionnel de l'éducation. Et donc, on est bien sur une communauté, avant d'être numérique, qui travaille sur l'élaboration de ses propres savoirs avec une exigence, une déontologie que les gens découvrent ou redécouvrent. Et puis, je terminerai avec la conclusion de Michael Fullan, que Romuald cite beaucoup et que j'ai fait aussi mienne, qui nous aide beaucoup quand on accompagne des équipes, des chefs d'établissement notamment, ça les aide beaucoup aussi, dans un univers qui reste très programmatique et très institutionnel, et qui rend compte tout à fait la dynamique et l'amélioration qu'on a dans ces échanges au niveau du numérique. On ne peut pas préconiser à l'avance ce changement. Il y a 2 ans, ça n'existait pas. Et ça n'a jamais été dans un plan et inscrit dans un plan. On aurait pu le faire, mais ce n'était pas le cas. Le changement est un voyage et non une planification, c'est un voyage. C'est-à-dire que ce qui se passe maintenant, c'est un vrai voyage, une dimension aventureuse, et la prise de risque, elle est assez intéressante. Elle n'est pas difficile, mais il faut l'accepter. Les problèmes et les difficultés sont vos amis, ben, oui. C'est comme ça qu'on apprend, c'est même assez efficace. La vision d'ensemble et la planification stratégique qui viennent après coup, ce que je vous ai dit maintenant, je n'aurais pas pu vous le dire il y a 2 ans, par exemple. Donc je peux vous raconter une belle histoire, mais je vous aurais menti. L'individuel et le collectif doivent s'équilibrer. Je pense que j'ai fait essayer de faire la preuve entre disant que c'est une inscription individuelle, c'est donc un moi-je qui parle, et en même temps c'est le collectif qui apprend. Donc en haut, en bas ne marche pas isolément. C'est bien une rencontre entre un département de recherche-développement au niveau national, mais qui rencontre aussi des initiatives locales, et l'un sert l'autre. Voilà. Et puis, je dirais juste le dernier point, le point 8. Chaque individu peut être un acteur du changement. C'est bien parce que nous en sommes persuadés et qu'on en fait la preuve tous les jours. On l'a fait hier avec les collègues de la Marquisane, que je salue, qui ont montré que chacun, à leur place, mais travaillant en observation, en coobservation avec les autres, pouvait changer une petite chose. Si chacun fait une petite chose, et bien ça ira déjà beaucoup mieux. Merci beaucoup. On a encore une ou deux questions avant la pause. Oui. Bonjour, Michel Letombe, je suis proviseur de lycée ici dans l'académie. Tu parles du lycée ? Lycée Amiral de Grasse. D'accord. Je me posais la question à la fois en vous écoutant et en écoutant aussi Frédéric Occhiglianti et Patrice Lemoine sur la typologie d'établissement et le travail des gens en équipe. Je me suis dit que la différence, c'est que dans un établissement, on parlait de travail en équipe, et puis en réseau, c'était des établissements différents, vous l'avez souligné, de savoir est-ce qu'il y avait des établissements qui déjà favorisaient parce qu'ils travaillaient en équipe le fait de travailler en réseau, ou si le travail en réseau était totalement différent parce que ça supposait qu'on avait des différences telles qui faisaient qu'on travaillait mieux et qu'on arrivait mieux à s'enrichir. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais
Voilà. Je reprends la même question, je ne sais pas si c'est très clair ce que je vais dire, mais je vais essayer de vous répondre dans ce que j'ai compris, il n'y a pas de souci. Quand on a une carte comme celle-là, celle que je vous ai présentée par exemple, les cas de figure sont multiples. Et donc l'un ou l'autre, il y a tous les cas de figure possibles. Et donc, sur ces réseaux qui se mettent à collaborer, on a effectivement des réseaux, on a des établissements ou des écoles, hein, il ne faut pas oublier le premier degré, qui sont déjà très structurés en interne et qui vont utiliser les réseaux pour communiquer sur on va dire, leur politique, leur action ou leurs questions. On a des personnes très isolées. Souvenez-vous du mur, et que c'est quelque chose de partagé dans l'institution. Et donc on a des personnes très isolées à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, et qui vont utiliser le réseau pour resagmenter ou respirer, retrouver de la ressource, et la ramener très directement chez eux ou chez elles, pour pouvoir se développer. Et donc dans les équipes qu'on suit, c'est une chose qui est remarquable, c'est-à-dire que le fait de se connecter, alors soit physiquement, c'est-à-dire en allant voir chez quelqu'un, en sortant de chez soi, en faisant ce voyage, on voit que le numérique, ça permet de faire du voyage plus vite, plus loin, plus fort, etc. Permet de ramener de la matière et finalement de développer quelque chose chez soi. Après, sur la collaboration entre établissements, ça devient absolument nécessaire. C'est-à-dire, il y a une sorte d'injonction extrêmement forte maintenant sur la mise en réseau des établissements, écoles, collèges, sur les réseaux, les lycées professionnels qui doivent échanger entre eux, partager des formations, des profs, etc. On a pu le faire pendant quelques années sans ça. C'est pas terrible. Pas forcément des très bons résultats. Et donc là, on a des vraies solutions organisationnelles et numériques qui rendent possible ces collaborations-là. Et donc, le réseau du socle est né, il respire, et les réseaux du socle sont nés en même temps. Donc, on a essayé de voir comment ça fonctionnait. Il y a un vrai apprentissage maintenant de chacun d'entre nous, et donc je parle notamment des chefs d'établissement, qui... alors, c'est une question d'âge, hein. Prenez pas mal ce que je vais vous dire. Hein. Mais nous, cadres, dans l'éducation, on n'a pas encore cette culture du réseau. C'est-à-dire la culture de la contribution, du partage, de la veille, de la relation informelle. On n'a pas cette culture-là encore. Et donc, il y a bien une acculturation à partager. C'est pour ça qu'il faut en parler. C'est extrêmement intéressant d'en parler ici. Et comme on en parle dans n'importe quel lieu maintenant de formation avec les chefs d'établissement, pour faire que les choses soient grandement facilitées. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Deux petits mots avant la pause. Un premier mot pour les Français qui sont là. Cathy Kikis-Papadakis, qui anime le réseau, a laissé des formulaires d'expression d'intérêt si vous voulez, si vous êtes intéressé par les activités du réseau School Leadership, si vous voulez être tenu au courant de ces activités, si vous voulez vous engager dans quelques-unes de ces activités, vous pouvez remplir un formulaire et laisser votre adresse. Je le laisse ici. D'autre part, comme vous l'avez vu, nous ne sommes pas très en avance, donc nous allons malgré tout aller prendre une petite pause, mais si vous voulez, pas plus d'une dizaine de minutes, nous allons essayer de revenir assez rapidement pour la table ronde. À bientôt. Merci à vous. Merci.